Cette question de l'éthique de l'intelligence artificielle, c'est un sujet qu'on dit hot topic aujourd'hui au niveau des gouvernements, au niveau de l'Europe. Donc c'est un sujet important et je vais essayer donc d'introduire avec un certain nombre de dimensions et de partager avec vous un certain nombre de réflexions. Donc juste en introduction de ce début d'après-midi, si on regarde les entreprises les plus innovantes en 2018 dans le monde, dans les 10 premières entreprises, voire les 20 premières, eh bien, on constate que ces entreprises sont principalement issues des technologies et la plupart de ces entreprises ont développé des systèmes d'intelligence artificielle extrêmement développés. Les premiers sont Apple, Google, après on trouve Amazon, Tesla, Facebook, Uber. Donc évidemment, cette intelligence artificielle aujourd'hui se développe dans beaucoup d'organisations et d'entreprises en raison de ses sources d'innovation. Et puis le classique Gartner Hype Cycle de 2018 montre qu'on n'est qu'au début du développement et de l'extension de ces technologies, puisque en bleu marine, vous avez ces technologies qui seront mises sur le marché dans 5 à 10 ans, en bleu ciel d'ici 2 à 5 ans. Et on voit qu'on est dans le haut de la courbe de toutes ces technologies qui regroupent le deep learning, mais aussi tout ce qui concerne les smart devices, l'IoT, les assistants virtuels, la blockchain et toutes ces technologies. Donc on est vraiment au cœur de ce phénomène aujourd'hui. Alors, l'intelligence artificielle, Denis l'a dit, c'est pas nouveau, ça date quand même des années 90. Par contre, ce qui est nouveau, c'est la capacité informatique aujourd'hui de traitement des données et puis la diffusion massive de ces technologies de machine learning et de deep learning en particulier dans de nombreux services qui sont aujourd'hui au public. Alors, par conséquent, les impacts aujourd'hui de cette intelligence artificielle sur la société sont non négligeables. Et ce qui est nouveau en 2019, c'est que à la fois on sait à quel point cette intelligence artificielle peut être source de progrès. Ça automatise des tâches qui sont des tâches répétitives. Dans le domaine de la santé, il y a des innovations considérables, par exemple dans le séquençage du génome, voire dans l'individualisation des traitements par radiothérapie. Donc énormément je dirais, de progrès liés à cette intelligence artificielle. Mais on est aujourd'hui, en 2019, dans un moment charnière où en fait on peut avoir une vision très positive de ces technologies comme une vision assez négative. Et donc, on commence sur chacune de ces technologies. J'en ai cité quelques-unes ici, que ce soit Google. Bon, on sait que c'est un accès fabuleux à la connaissance, mais en même temps, ce sont des modèles bifaces de capture massive de données. Si on regarde le smart home ou tout ce qui touche autour de l'Internet des objets, on a beaucoup de capteurs avec des problèmes de sécurité parfois derrière et puis des atteintes à la privacy ou à la dignité humaine. Et puis jusqu'à la question des algorithmes dans tous ces sujets, qui est au cœur des travaux que l'on mène à l'heure actuelle, avec des algorithmes extrêmement performants, mais qui posent des questions de biais, de discrimination, d'opacité. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc, on est dans une polarisation des débats sur les effets de l'IA sur la société. Alors, je vous invite à lire cet ouvrage qui est assez passionnant. C'est une sociologue américaine, Virginia Eubanks, qui a écrit en 2017, cet ouvrage qui s'appelle Automating Inequalities et qui montre comment ces systèmes qui se diffusent dans toute la société, dans tous les services publics comme privés, automatisent la création des inégalités entre les individus. Et on sait à quel point les inégalités dans nos sociétés peuvent être créatrices de mouvements sociaux ou même de problèmes dans nos démocraties. Alors, cette question d'IA responsable, d'intelligence artificielle éthique, c'est un sujet vraiment traité dans de nombreux endroits. Ça a démarré en 2016 au niveau vraiment politique par ces premiers rapports du bureau d'Obama sur les impacts du big data, des systèmes algorithmiques sur les droits civils. Ces questions aussi d'inclusion, exclusion, on le voit bien dans la santé, l'intelligence artificielle, on va avoir quand même 2 médecines à 2 vitesses. En France, on a eu la loi pour une république numérique, donc on y a modestement contribué avec le Conseil national du numérique avec ce rapport
rapport Ambition numérique, dans 2 articles, je rappelle, il y a 2 articles quand même dans cette loi, l'article 39 sur la loyauté des plateformes, et puis un autre article qu'on avait beaucoup poussé, qui est la transparence des algorithmes publics, l'article 4, qui est effectif, qui a entraîné le fait qu'un algorithme bien connu qui est APB, admission post-bac, a été rendu public, a disparu d'ailleurs, est remplacé par Parcoursup. Et Parcoursup, qui est un algorithme transparent, enfin téléchargeable, je veux dire, on peut regarder les critères qui sont dans Parcoursup, on voit bien qu'il y a quand même toujours un débat dans la société sur est-ce que finalement Parcoursup est un bon ou un mauvais algorithme pour l'orientation de 1 million de jeunes post-bac. Donc on voit bien que ce sont des débats de société. Ensuite, je passe assez vite, il y a eu le rapport Villani que tout le monde connaît en mars 2018. Dans ce rapport, il y a toute une partie sur l'éthique de l'intelligence artificielle et derrière le président de la République, vous voyez qu'il y a Artificial Intelligence for Humanity, donc cette idée de oui, il faut développer l'intelligence artificielle, mais il faut quand même ne pas oublier l'humain au cœur de tout ça. Et puis, les contextes européens avec le GDPR et ce groupe européen, High Level Expert Group sur l'intelligence artificielle, qui a rendu un rapport en 2019, que vous connaissez peut-être, sur Trustworthy AI. Donc, c'est 52 experts qui prônent cette nécessité de développer une intelligence artificielle responsable et éthique. L'UNESCO mène des travaux sur cette question, l'OCDE également mène des travaux, donc c'est une réflexion qui est vraiment globale, hein. C'est pas une réflexion uniquement de chercheurs voilà, dans leur bureau. Alors, qu'est-ce que l'éthique et la manière dont je vais présenter l'éthique, je m'excuse s'il y a des philosophes parce que je vais simplifier quand même ces débats, mais l'approche que je vais présenter, c'est vraiment l'approche qui est prise en compte par le groupe des 52 experts au niveau européen. Vous allez retrouver cette même réflexion. Ce sont aussi ces critères que l'on a pris en compte dans tous les travaux de la CERNA et qu'on prend en compte aussi dans la chaire dont je vous parlerai tout à l'heure. Donc, pour vraiment simplifier, qu'est-ce que ça veut dire l'éthique par rapport aux technologies? L'éthique, ce sont des concepts philosophiques, hein, donc avec les travaux déjà de Platon et de Simondon. Mais si on essaie de les structurer de manière à les rendre, entre guillemets, un peu opérationnels, hein, on pourrait se dire que finalement, il y a 4 grands principes. Qui sont les valeurs de la société que l'on défend et que l'Europe défend. Le premier principe, c'est le principe de justice, c'est-à-dire que lorsqu'on développe une technologie en intelligence artificielle, eh bien, cette technologie doit être équitable, ou en tout cas doit respecter l'équité entre les individus. Deuxième principe, c'est le principe d'autonomie, qui est vraiment à l'origine de beaucoup d'articles dans le RGPD, par exemple. Le principe d'autonomie, c'est le respect de la vie des individus. J'en parlerai tout à l'heure. Les systèmes de recommandation clients, par exemple, les bulles filtrantes vont à l'encontre vraiment de ce principe aujourd'hui. Le principe de bienfaisance, c'est développer des technologies utiles qui apportent une valeur ajoutée. Mais ça n'est pas suffisant. Il y a également un principe de non-malfaisance qui est de dire non seulement je dois apporter une valeur ajoutée, mais je dois m'assurer que ces technologies ne génèrent pas des effets négatifs. Et on sait qu'il y a des effets potentiellement négatifs. Donc, je vais rentrer donc, dans ces enjeux éthiques plus précisément. Là, vous avez le domaine de la santé, sur lequel j'étais déjà intervenue sur ces questions d'éthique. Simplement pour dire que quand on regarde la médecine, on va, on le sait maintenant, vers une médecine complètement data-driven. Et on peut se poser la question de la place de l'humain. Donc, quelques exemples. On a beaucoup travaillé ces derniers temps sur la question des objets connectés et du patient. Vous voyez la manière, là c'est juste à titre de symbole, mais la manière souvent dont on représente le patient connecté avec des capteurs, c'est qu'effectivement on montre tous les capteurs et puis l'individu au milieu, il est tout blanc, comme s'il n'existait pas, alors qu'en fait, ce qui est important là-dedans, c'est quand même l'humain et cet individu, ce patient connecté, qu'est-ce qu'il devient, qu'est-ce que ça veut dire un patient sur lequel on relève un certain nombre de données. On a travaillé récemment avec des associations de patients, on a montré que ça génère du stress, ça génère pas que du bien-être, toutes ces technologies. Des exemples un peu différents, vous avez à gauche cet exemple d'algorithme qui est mis en place dans certains hôpitaux américains. En cardiologie, vous rentrez à l'hôpital si vous avez un problème cardiaque et l'algorithme calcule automatiquement votre probabilité de mourir dans l'heure qui suit. Et donc, en fonction du résultat,
bah, vous êtes traité prioritairement ou pas. Alors on peut se dire, oulala, dans quel monde va-t-on? Et c'est affreux. En même temps, pardon, l'expérience de ce service aux États-Unis et de dire on a sauvé des vies. C'est un système d'aide à la décision qui nous permet de sauver des vies. Donc vous voyez que là on rentre tout de suite dans les questions éthiques de est-ce qu'on doit développer à grande échelle ces systèmes? Est-ce qu'on ne doit pas développer ces systèmes à grande échelle? D'autres exemples, la thérapie, la génomie, on sait qu'aujourd'hui, le séquençage du génome permet d'avoir des modèles prédictifs assez incroyables et de faire des progrès considérables dans le domaine de la recherche médicale. On a travaillé dans le cadre de la CERNA avec le CCNE, dans le cadre des lois de révision de bioéthique. On sait bien que déterminer faire un séquençage du génome sur tous les bébés, ce qui risque d'arriver dans quelques temps, pose d'énormes problèmes éthiques. Lorsqu'on détecte le séquençage sur un bébé à la naissance, si on détecte des problèmes, ça veut dire que probablement les parents ont aussi ces problèmes, peut-être les frères et sœurs, etc., etc. Donc on n'est plus dans la donnée personnelle, on est dans une donnée relationnelle avec énormément de conséquences éthiques. Et puis des entreprises privées comme 23andMe, que vous connaissez, qui sont une entreprise américaine, où vous crachez dans un mouchoir, vous envoyez par la poste aux États-Unis le résultat, et vous avez une toute petite partie du séquençage du génome. Et 23andMe fait beaucoup de publicité sur Facebook aujourd'hui pour avoir le séquençage, en particulier sur les populations jeunes. Voilà. Et puis TheraPanacea ou d'autres types de TheraPanacea, qui est lancé par Nikos Paragios, qui est un professeur de Centrale, qui a fait une spin-off pour justement l'individualisation des traitements de radiothérapie, donc qui est installé quasiment dans tous les hôpitaux parisiens et qui est extrêmement efficace. Donc on a toujours cette double vision de progrès d'un côté considérable et puis quand même de risque ou de réflexion éthique. Vous avez aussi quelques articles récents sur, notamment par des psychologues, qui prévoient aussi des troubles psychologiques grâce à l'intelligence artificielle. Donc je passe assez vite là-dessus. Je vous invite à lire ce rapport Numérique et Santé. Donc ça c'est le rapport CCNE-CERNA, dans lequel par exemple on dit par rapport à toutes ces questions éthiques qui se posent en particulier dans le domaine de la santé numérique. Il y a plusieurs recommandations, j'en cite une qui est la garantie humaine. Il faut remettre de l'humain dans tout ça. La garantie humaine, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si demain on va voir un médecin et qu'à la place du médecin c'est une machine qui nous répond sur un diagnostic, voire une proposition de thérapie ou de traitement, eh bien il faut une garantie humaine, c'est-à-dire il faut que le patient ait la possibilité de passer par un vrai humain et une décision humaine. On sait bien que dans le domaine médical, pour l'instant, y compris avec Watson par exemple, on a maintenant un historique d'usage qui fait qu'on sait bien que ce sont uniquement des systèmes d'aide à la décision qui ne vont pas pour l'instant remplacer le médecin et que le médecin de toute façon est toujours responsable. Alors, si je rentre plus précisément dans les questions d'éthique maintenant et donc de responsabilité de l'intelligence artificielle, je vais regarder 4 éléments un peu plus précis. Premièrement, les problèmes qui se posent, qui sont des problèmes de biais dans l'intelligence artificielle. On sait bien que les algorithmes qui présentent des biais, en particulier dus aux données de départ, génèrent des biais dans les résultats et qui peuvent être discriminants. Deuxième sujet, c'est l'explicabilité. Donc ça, c'est un sujet qu'on évoque beaucoup dans un certain nombre de groupes de réflexion aujourd'hui, qui n'est pas du tout simple. Comment on peut rendre les algorithmes moins opaques et plus interprétables? La question de l'enfermement et de l'autonomie. Et puis la question de la prise de décision basée sur des algorithmes qui incluent des opinions qui sont encapsulées dans ces algorithmes. Alors commençons par les biais. Alors les biais, si vous vous souvenez des 4 principes que j'ai évoqués tout à l'heure d'éthique, eh bien, les biais dans les algorithmes d'intelligence artificielle menacent essentiellement le principe de justice et le principe d'équité en générant parfois des effets de discrimination.
Donc il y a tout un challenge éthique autour des bases de données. Donc ça, c'est un sujet qui est relativement connu maintenant. On peut avoir des données de mauvaise qualité au départ, on peut avoir des données biaisées qui ne sont pas représentatives de la population que l'on veut étudier, on peut avoir des données incomplètes, on peut avoir des données vulnérables. J'ai pris l'exemple de Cambridge Analytica. Donc évidemment, la question du biais lié aux données de départ va générer des algorithmes biaisés et discriminants. Il y a un autre sujet qui est aujourd'hui en train de monter. C'est un sujet qui est traité par les philosophes et qui porte sur le Digital Labor. Donc le porteur en France, c'est Antonio Casilli, qui est professeur de sociologie à Télécom Paris, qui a écrit cet ouvrage En attendant les robots et qui vient de faire pour France Stratégie une grosse enquête qui a été présentée au mois de juin sur ce Digital Labor. Donc l'idée derrière, c'est quoi? C'est que l'intelligence artificielle, il y a des modèles supervisés et non supervisés. Lorsqu'on fait du supervisé, il faut une base de données qui est codée. Et donc, comment on code ces données? Ce que montrent les travaux de ces sociologues sur le Digital Labor, c'est que ces codages de millions de données dans des bases sont faits dans des pays comme l'Inde, comme le Pakistan, avec des niveaux de revenus qui sont qui sont extrêmement faibles sur des plateformes de type Amazon Mechanical Turk. L'étude en France que viennent de faire Antonio Casilli et Paola Tubaro montre qu'en France, il y a des femmes, principalement des femmes seules, et qui sont vraiment quasiment exploitées à faire ce travail d'entraînement de l'intelligence artificielle. Par exemple, là, il donne un exemple de quelqu'un à qui on demande 170 vidéos à coder par heure, avec donc ce travail d'aller regarder si ce sont des chats, des chiens, des tomates, etc. etc. Donc, il ne faut pas l'oublier, tout quand même ce courant aujourd'hui autour des questions d'éthique, de comment on fait de l'apprentissage, comment l'humain je dirais, aide à l'apprentissage de l'intelligence artificielle. Ensuite, il y a d'autres sujets là connus depuis un certain temps, donc je passe assez vite. Les questions de discrimination, en particulier les questions de discrimination raciale. Donc ça, c'est un exemple de 2015, donc ça a bougé depuis, notamment dans le traitement des images. Eh bien, on voit que lorsqu'on tape un certain nombre de mots-clés dans les moteurs de recherche sur les images, eh bien, on trouve des choses qui sont quand même particulières. Vous voyez que là, vous avez un garçon qui est de couleur de peau noire et une fille qui est couleur de peau noire et associé au mot gorilla. Donc se pose quand même un certain nombre de questions. Et là, on rentre aussi quelque part dans les opinions encapsulées dans les algorithmes. Beaucoup de travaux. Alors ça, c'est aujourd'hui assez... il y a beaucoup de travaux qui sortent sur le genre. Donc la discrimination selon le genre par les algorithmes d'intelligence artificielle. Nous avons une collègue, Gratia Cesseré, à l'Institut Mintelecom, qui a écrit un papier sur la génération de discrimination des femmes dans le cadre d'envoi d'offres d'emploi. Lorsqu'on développe un algorithme d'intelligence artificielle pour diffuser une offre d'emploi, elle montre qu'effectivement, les femmes sont discriminées par rapport aux hommes. Et ça a été montré, en particulier, il y a beaucoup de travaux de Catherine Turker du MIT sur ces questions. Autre sujet toujours dans la question de la discrimination et des biais, la reconnaissance faciale. Alors ça, c'est pas pour faire peur, mais quand même, on a aujourd'hui, depuis 2019, aux États-Unis, si vous allez aux États-Unis dans les 20 plus gros aéroports américains, eh bien, vous êtes filmé systématiquement par des caméras de surveillance et votre visage, voire plus, rentre dans une base de données. Donc là, on a passé un cran supérieur sur la reconnaissance faciale, voire la reconnaissance du corps. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, notre donnée là-dedans, en termes d'éthique? Et puis, j'étais il n'y a pas longtemps à Moscou, et là, vous avez à Moscou 200 000 caméras de surveillance dans la ville de Moscou, avec une société qui se dit la meilleure du monde, qui s'appelle Eltech Lab, qui fait de la reconnaissance faciale
Donc, d'après elle, à 95%, donc je ne sais pas si certains d'entre vous travaillent sur la reconnaissance faciale, mais 95% de reconnaissance d'un visage par rapport à une personne. Mais ça va beaucoup plus loin aujourd'hui. Ils reconnaissent les gestes. Donc, il y a toute une partie reconnaissance de gestes. Et vous voyez, là, j'ai mis Emotion Recognition Algorithm. Il détecte aussi votre émotion. Voilà, donc vous êtes juste dans Moscou, vous baladez. Et, donc, on a derrière cette question de la reconnaissance faciale, hein, des questions de qu'est-ce qui se passe si les résultats sont biaisés, qu'est-ce qui se passe, vous voyez, là, c'est quelque part, tout l'apprentissage se fait sur une population blanche. Hein. À Moscou, vous n'avez pas beaucoup de gens qui sont de couleur. Si on implémente cet algorithme dans une autre ville, on voit bien qu'il va y avoir des biais et des discriminations. Donc, la reconnaissance faciale, c'est tout un courant. Il y a un groupe au Forum économique mondial qui travaille, et avec le Conseil national du numérique en France, essentiellement sur cette question de reconnaissance faciale et des biais, des discriminations qu'il peut y avoir derrière. Les challenges éthiques, ils sont énormes. Hein. Est-ce que le visage, c'est une donnée comme les autres ? Est-ce que notre visage, c'est une donnée comme les autres ? On sait qu'en France, nos données corporelles ne nous appartiennent pas. C'est une recommandation du Conseil d'État en 2014. Mais voilà, ce sont nos données corporelles, des données très, très, très personnelles. On perd totalement notre anonymat dans l'espace public, avec évidemment ces caméras de vidéosurveillance qui sont partout. Évidemment, on peut se poser des questions sur le rôle de l'État, sur des menaces démocratiques, et puis comment interpréter ces résultats. Hein. Supposons qu'on recherche un individu, eh bien, si l'algorithme est biaisé, vous pouvez vous retrouver quelque part en prison. Donc là, vous avez aussi, il y a 2 licornes en Chine hein, sur la reconnaissance d'images à base de vidéos dans des espaces publics. On sait très bien que la Chine travaille beaucoup sur ces questions. Deuxième sujet, c'est l'opacité et la manipulation, donc manipulation potentielle. Donc aujourd'hui, la plupart de ces algorithmes d'intelligence artificielle sont des boîtes noires, sont opaques, et donc là, c'est aussi une menace hein, par rapport là aux questions, aux 4 principes, justice, autonomie, bienfaisance et non-malfaisance. Alors, où est-ce que ça démarre ? Je prends un exemple extrêmement concret. Hier, on a changé le compteur chez moi. Voilà. Et maintenant, j'ai un compteur Linky. Bon, ce matin, je me suis du coup douchée à l'eau froide parce qu'il n'y avait plus de gaz ni d'électricité. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Linky ? C'est un exemple intéressant. Linky, c'est un compteur qui s'est installé partout. Et puis, il y a eu un gros débat parce qu'en fait, on pensait avoir le consentement des individus. Mais le consentement n'était pas réellement éclairé sur comment ces données, qui sont quand même des données assez intrusif hein, sur là où les gens vivent. Voilà, ça pose un certain nombre de problèmes. Et donc, la CNIL avait mis en demeure hein, Direct Energie à partir, à propos de ces données personnelles, considérant que, effectivement, la loi n'avait pas été respectée dans ce cadre-là. Ça va beaucoup plus loin. Donc, il y a un certain nombre de recherches donc, qui maintenant datent un peu de 2015 hein, qui ont montré que certains algorithmes d'intelligence artificielle, en particulier dans les moteurs de recherche, avaient des effets de manipulation, en particulier au moment des élections. Ce que montre ce papier, c'est au moment des votes, eh bien, le classement, la manière dont est classée l'information dans un moteur de recherche peut influencer de l'ordre de 20% les indécis. Et on sait bien que sur les grandes élections, si vous prenez les dernières élections américaines comme les dernières presque élections présidentielles françaises, on ne savait pas trop, hein, au dernier moment, qui allait être élu. Et donc, ces indécis, c'est eux qui font les votes. Donc, ça pose quand même un certain nombre de problèmes, puisqu'on ne s'aperçoit pas, on ne sait pas juger des effets de manipulation, par exemple, d'un moteur de recherche. Je passe aussi très vite, parce que ça, ce sont des sujets connus. Dans l'aspect manipulation, il y a tous les algorithmes qui développent automatiquement des fake news qui se diffusent massivement sur les réseaux sociaux aujourd'hui, voire sur des sites. Et je vous invite à lire ce rapport de 2017 hein, qui s'intitule « Fake News Machine » et qui montre comment on peut manipuler une élection avec juste 400 000 $. On peut se dire que c'est beaucoup, mais c'est à la fois très peu. Avec toute une industrie, là, négative d'intelligence artificielle visant à déstabiliser des démocraties.
Des manipulations aussi dans le domaine de la robotique. Alors là, c'est tout un courant aussi de réflexion sur l'intelligence artificielle, notamment lorsqu'on travaille sur des populations qui sont fragiles, comme des personnes âgées, puisque ces robots ont pour objectif d'être des robots accompagnants auprès des personnes âgées. Et là, je rappelle qu'on ne demande jamais le consentement à l'apprentissage, on demande le consentement aux données, mais la machine, tous les jours, elle apprend encore plus, encore plus. Et donc, quelle est la limite de cet apprentissage ? J'avance parce que je vois le temps tourner très vite. L'opacité des algorithmes, là aussi, notre point qui me semble important, c'est que, par exemple, dans le domaine de la santé, des progrès, encore une fois, considérables, mais comment on va expliquer le résultat d'un algorithme à un patient ? Aujourd'hui, avec le séquençage du génome, on sait vous dire, vous avez 30% de probabilité d'avoir tel ou tel cancer ou telle pathologie. Là, vous avez, par exemple, dans le cadre du cancer du sein, si vous avez les mutations BRCA1, BRCA2, vous avez une très forte probabilité de l'avoir. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui d'expliquer les taux d'erreur de l'algorithme ? Dans le séquençage, il y a plein d'autres critères en plus. Comment on va communiquer cette information ? On peut se retrouver avec des patients dont la vie, ou des individus, nous tous, dont la vie est complètement modifié. On va être obsédé par le fait qu'on devient une probabilité d'avoir telle ou telle pathologie en raison de l'intelligence artificielle. On peut se poser des questions de l'accès de ces données par les assureurs, bien entendu. Et puis, vous voyez, demain, on peut se retrouver aussi avec un médecin qui, finalement, se repose sur le système avec les limites dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, quelques exemples aussi. Ce que je voulais dire, c'est que c'est la grande mode des chatbots pour le CRM, Customer Relationship Management. Beaucoup d'entreprises développent des chatbots. Et même la SNCF donc, a développé un système pour les jeunes où les jeunes peuvent acheter leurs billets sur Messenger avec un système de chatbot. Sauf que, quelque part, lorsqu'on se déplace en train, c'est quand même une donnée personnelle. On a de la géolocalisation et on fournit, à l'heure actuelle, toutes ces données à Facebook avec des systèmes qui posent quand même problème. Jusqu'à, alors ça c'est un cas particulier avec lequel on a travaillé avec des étudiants. Là, je vous donne un autre exemple. C'est quelqu'un qui achète chez But, donc il se plaint au chatbot de But. Parce qu'il n'a pas reçu tout simplement son colis. Et là, ça n'est pas le chatbot de But qui lui répond, c'est le chatbot de la Redoute. Et donc le client dit, mais je n'ai pas acheté chez vous, j'ai acheté chez But, je n'ai pas acheté la Redoute, j'ai acheté chez But. Donc on est simplement pour dire aussi, à un moment aujourd'hui, où quand même beaucoup d'entreprises développent de l'intelligence artificielle à différents niveaux. Là, on n'est pas sur de l'intelligence artificielle profonde, mais on est sur de l'intelligence artificielle premier niveau. Et on crée forcément de l'insatisfaction client alors que c'est un outil de Customer Relationship Management. Donc, ça pose quand même des problèmes. Bon, la publicité aussi avec des systèmes de RTB. Je ne vais pas vous parler du RTB, mais c'est un vrai sujet. Dernier sujet, c'est l'enfermement des individus. Donc ça, c'est un point là aussi éthique connu aujourd'hui qui est une menace par rapport au principe d'autonomie des individus. Donc là, il y a eu un certain nombre de travaux, notamment beaucoup sur Facebook. Ce sont les effets de bulles filtrantes, voire de chambres d'écho. Donc il y a deux phénomènes sur Facebook. La chambre d'écho, c'est sur Facebook, vous êtes amis avec plutôt des gens qui vous ressemblent. Donc là, l'exemple qui est pris, c'est des opinions politiques. Si vous êtes plutôt conservateur, vous êtes plutôt amis avec des conservateurs. Si vous êtes plutôt libéral, plutôt amis avec des libéraux. Donc vous vous enfermez simplement, vous êtes un écho dans vos opinions politiques, simplement par la constitution du réseau d'amis. Et puis le deuxième effet, c'est la bulle filtrante. La bulle filtrante, c'est tous les jours, le métier de Facebook, c'est de sélectionner l'information que 1 milliard ou 2,5 milliards de gens voient. Et comme l'algorithme tient compte du comportement passé et du réseau d'amis, eh bien, vous allez être dans une bulle filtrante. Si vous êtes républicain, vous n'allez entendre parler majoritairement que de contenu républicain. Et donc, il y a un effet d'enfermement qui a été mesuré, quantifié aujourd'hui. Ces bulles filtrantes, on les retrouve dans tous les systèmes de recommandation clients aujourd'hui. Et ça pose un vrai problème. Quelle est l'autonomie de l'individu ? Vous écoutez de la musique sur Spotify, qui est un système de recommandation excellent. Malgré tout, vous êtes quand même dans un certain type
enfermement. Voilà, les systèmes de recommandation, Amazon, Netflix, ce sont des outils qui sont source de business. Netflix, 75% des gens qui sont sur Netflix et qui regardent une série, ça vient d'un système de recommandation. Et on a présenté la semaine dernière à une conférence internationale un papier sur comment on peut rendre ces systèmes de recommandation un tout petit peu plus efficaces. Alors, dernier élément, c'est les prises de décision. Donc, juste pour vous signaler qu'il y a des opinions dans les algorithmes. Si vous êtes data scientist, vous le savez bien. Exemple Facebook, vous voyez, Facebook choisit tous les jours le contenu que je vois au travers de Facebook. Quand je regarde ce que dit Mark Zuckerberg, c'est un exemple très américain, mais il dit un petit écureuil qui meurt à côté de votre maison est bien plus important pour vous, relevant, c'est le critère qui est pris en compte dans l'algorithme, que des gens qui meurent en Afrique. On sait bien que le modèle est un modèle publicitaire, et donc que le choix de l'algorithme de diffusion d'informations est lié sur des opinions, et on peut débattre de ces opinions, de l'éthique de ces opinions. Et je vous invite à faire un autre exercice. Alors ça dépend de votre passé, ça dépend de votre géolocalisation, de si vous avez voyagé ou pas. Et je vous invite à faire sur Google Images garçons et filles. Et alors ça date un peu, mais si moi je fais garçons, j'ai 200 garçons qui sont, il y a deux éléments à regarder, 200 garçons qui sont essentiellement des garçons blancs. D'accord ? C'est-à-dire, ça ne me montre pas que le monde est un peu plus diversifié que ça. Pareil sur les filles, mais c'est un tout petit peu plus différent. Et vous voyez, si je fais garçon-fille aussi, les valeurs derrière, c'est que les filles, il y a toujours quand même une vision un peu plus sexuée, on va dire, alors que je tape pas femme, je tape fille dans l'algorithme. Donc on a bien des opinions derrière tout ça. Je passe très vite là-dessus, j'ai pas le temps. Un autre exemple pour simplement... on sait bien que les assistants vocaux personnels, les Alexia, les Google Home, etc., ce sont toujours des voix féminines au service de tout. Voilà. Donc il y a aussi des valeurs derrière qui sont des opinions. Alors, comment développer l'IA responsable ? Donc la loi pour une république numérique, j'en ai parlé. Il y a tout un tas de réflexions. Donc vous avez aux États-Unis récemment, mai 2019, un Algorithmic Accountability Act, donc un projet de loi qui exige que les compagnies, les entreprises, sachent mesurer si leurs algorithmes discriminent ou pas. Donc il y a cette idée derrière, pareil, dans le groupe de réflexion européen, de mesure des effets négatifs des algorithmes. Vous avez des initiatives comme la déclaration de Montréal dont parlait Bruno. Donc là, c'est Joshua Bengio qui est à l'Université de Montréal, qui a été le directeur de thèse de Yann LeCun, qui est directeur aujourd'hui de l'intelligence artificielle chez Facebook, plus Marc-Antoine Dillac, qui a porté la déclaration de Montréal, qui porte sur la nécessité de développer une intelligence artificielle responsable et éthique autour de 10 grands principes. Et je termine vraiment par une chaire. Donc on lance le 12 septembre, et vous êtes les bienvenus. Le kick-off a lieu le 12 septembre à Télécom Paris, qui est en fait porté par l'Institut Mines-Télécom Business School et par Sciences Po. Et à l'Institut Mines-Télécom, il y a 3 écoles, IMTBS, Télécom Paris et Télécom Sud Paris, sur les technologies responsables. Et donc on travaille sur 4 axes qui nous semblent importants. Le premier axe, c'est pour faire évoluer concrètement ces questions d'éthique et d'intelligence artificielle. Le premier axe, c'est de dire aujourd'hui, dans les critères de RSE des entreprises, il y a principalement des critères et des KPI sur le développement durable, ce qui est très bien. Mais paradoxalement, il n'y a aucun critère sur le numérique et sur les biais aussi de l'intelligence artificielle. Donc comment on peut réinjecter des KPI sur l'innovation numérique responsable ? Le deuxième axe, c'est vraiment sur ces technologies responsables by design. Donc là, c'est comment on peut, dans l'algorithme lui-même, et c'est donc des recherches pluridisciplinaires, mesurer les biais, les effets de discrimination, etc., essayer de les modifier. Donc ça, c'est le papier, par exemple, qu'on a présenté la semaine dernière. Un troisième axe sur réinventer les futurs et un quatrième axe sur la gouvernance. Donc on a 4 partenaires industriels sur cette chaire, et donc, on va mener un certain nombre de travaux
On a fait déjà 2 séminaires de recherche et on va poursuivre à partir de septembre. Voilà, merci de votre attention.